votre avis, qu'est-ce que ces sons ont en commun ? C'est la bande-son du 21e siècle, l'identité d'une génération, façonnée par des superstars. Et ils partagent tous un secret, un ancêtre commun. Pas un studio légendaire ou une console de mixage à $1 million, mais un logiciel né dans le recoin le plus étrange d'Internet, dans les années 90. Ce logiciel qui allait générer des milliards de revenus et définir le son de la pop, du hip-hop et de l'EDM à l'échelle mondiale, a été créé par un homme qui n'aime pas la musique, pour une entreprise qui a débuté en créant des jeux vidéo. Son créateur est un fantôme, un programmeur si reclus que les rares photos de lui en ligne sont en réalité celles de son agent. Il a lui-même qualifié son invention d'application pour les tricheurs. C'est l'histoire de cette application, l'histoire de comment un morceau de code surnommé Fruity Loops s'est échappé de son berceau bizarre pour remixer le monde. Était-ce l'un des plus grands accidents de la culture moderne ou le résultat inévitable d'une révolution qui ne faisait que commencer à bouillonner sous la surface de la société? Pour trouver la réponse, on doit remonter dans le temps, avant la musique, à un jeu nommé Tetris. Au logiciel mondial. L'histoire ne commence pas avec la musique, mais avec deux programmeurs belges, Jean-Marie Cany et Frank Van Giessen. En 1992, après des années à développer des logiciels boursiers ennuyeux, ils décident de se lancer dans les jeux vidéo. Leur premier produit, Tetris, est un clone érotique de Tetris vendu sur des disquettes via des petites annonces dans des magazines informatiques. Ce premier pas les mène à un partenariat avec Private, pour qui ils développent des jeux sur CD comme Private Prison et Private Castle. L'entreprise adopte officiellement le nom de ImageLine en 1994. ImageLine était une entreprise débrouillarde. Avec peu d'argent, ils participent à un concours de programmation organisé par IBM, le Da Vinci Contest, dans l'espoir de remporter le Grand Prix, un ordinateur portable avec un écran en couleur. Ils adaptent un de leurs environnements de jeu et gagnent dans la catégorie multimédia. Et le vrai trésor qu'ils y découvrent est le plus grand gagnant du concours. Un prodige de la programmation de 19 ans, nommé Didier Dambrine, connu en ligne sous le pseudonyme Goll. Il l'embauche immédiatement. Goll était avant tout un développeur de jeux. Il a grandi en apprenant à programmer et en décortiquant le code publié dans des magazines de jeux, transformant la raquette de Breakout en un petit personnage qu'il pouvait contrôler. Goll l'ignorait encore, mais son état d'esprit centré sur le jeu allait devenir absolument crucial. En 1997, Goll se passionne pour de nouvelles vagues d'applications musicales qui ressemblent à des jeux, comme Hammerhead et Rebirth 338. Il voulait marier ce que chacun avait de cool. Son idée, créer une boîte à rythme virtuelle à l'interface visuelle colorée, facile à prendre en main, où on programme des percussions en cochant des cases sur une grille. Son nom, Fruity Loops. Je pense que les produits devraient avoir des noms idiots. Le ton est donné. En contraste avec le sérieux des grands studios, ce logiciel sera simple, amusant et accessible à tous. Quand il le présente à ses patrons, ils sont un peu perplexes. Le logiciel correspond pas à leur catalogue de jeux, d'adaptation de jeux télé ou de logiciels de facturation. Ils n'ont aucune idée de comment le commercialiser. L'histoire d'ImageLine est faite de plein de changements radicaux qui ont créé un environnement parfait pour qu'une anomalie comme Fruity Loops puisse survivre. Fruity Loops 1.0 est lancé sous les radars le 18 décembre 1997. Il arrive juste avant la bulle d'Internet. C'est un logiciel léger, facile à télécharger et sa version démo marche très bien. Alors ils le mettent à disposition gratuitement sur leur site, ce qui va provoquer un engouement immédiat, au point de saturer les serveurs d'ImageLine seulement quelques jours après son lancement. C'est juste une démo, mais elle se propage comme une traînée de poudre sur les premiers réseaux peer-to-peer comme Napster et Kazaa. Pour une génération d'adolescents disposant d'ordinateurs puissants mais sans argent, une copie piratée de Fruity Loops, c'est la porte d'entrée dans la production musicale. Tout ça crée une base d'utilisateurs massive et mondiale, avant même que l'entreprise ne soit rentable. Même Goll en était conscient. Dans une rare interview, il déclare que personne ne devrait payer un logiciel s'il ne peut même pas s'acheter à manger. Je suppose que ceux qui l'utilisent assez sérieusement finiront par l'acheter. Il admet avoir appris à programmer grâce au piratage et ne pouvoir jeter la pierre à personne. C'était au final le modèle freemium le plus réussi de l'histoire, né par accident et alimenté par le partage de fichiers illégal. Avec cet engouement, l'équipe d'ImageLine comprend qu'ils tiennent peut-être la pépite. Alors en 1998, ils prennent deux décisions audacieuses qui vont façonner l'ADN de FL Studio. Une démo gratuite illimitée. Ils ont compris la hype qu'ils ont créée avec leur démo gratuite, donc elle devient une part de leur modèle économique. Toutes les features du logiciel sont disponibles gratuitement en illimité, sauf la possibilité de sauvegarder votre projet. C'est inhabituel pour l'époque, où les démos étaient souvent limitées dans le temps ou en fonctionnalité. Cette générosité a un but clair, donner à tous les ados fauchés l'accès à la création musicale, quitte à ce qu'ils laissent tourner leur PC pendant des nuits entières pour ne pas perdre leur projet non sauvegardé. Et ensuite, des mises à jour gratuites à vie. Toutes les futures versions offertes pour tout utilisateur ayant payé une fois.
Le pari est risqué, surtout pour une entreprise menacée par le piratage. Mais en 2025, cette offre tient toujours. Des producteurs qui avaient acheté Fruity Loops avec leurs économies d'ado en 1997 profitent encore gratuitement des dernières nouveautés. Mais le meilleur était encore à venir. En 2001, finit la simple boîte à rythme. Ils sortent la version 3 avec le mode playlist. Ça paraît être rien, mais en fait c'est une timeline qui permet de créer un morceau du début à la fin. On peut structurer intro, couplet, refrain, et plus simplement faire tourner des boucles en boucle. Ils ajoutent aussi un explorateur de fichiers pour glisser-déposer n'importe quel sample ou plugin. Mais surtout, ils vont s'ouvrir au VST. En gros, n'importe qui sur Terre peut coder son instrument, son effet, et le faire tourner dans Fruity Loops sans friction. Et c'est une révolution pour l'époque, parce qu'ils ne sont plus limités à leur équipe de programmeurs. Maintenant, le monde entier programme avec eux. Pendant ce temps, d'autres logiciels comme Reason vont rester très longtemps fermés à ce changement, ce qui va donner une longueur d'avance considérable à ImageLine. Mais le succès clandestin du logiciel finit par se heurter au monde de l'entreprise. ImageLine essaie de déposer leur marque Fruity Loops aux États-Unis, mais elle est contestée par le géant des céréales Kellogg's. Bah oui, ils s'étaient mis comme par hasard à vendre des CD dans leur boîte de céréales, donc ils sont aussi considérés comme des vendeurs de logiciels. Face à cette bataille juridique qui allait coûter beaucoup de temps et d'argent, ils cherchent une nouvelle stratégie. À la version 4, ils vont donc changer de nom, parce que le mot Fruity avait des connotations enfantines et assez mal réputé pour un logiciel pro. Et Loops montrait clairement que c'était un logiciel pour assembler des boucles préfabriquées et pas pour créer de la musique. D'ailleurs, fait avec Fruity Loops est presque une insulte à l'époque, synonyme de production bas de gamme avec des boucles toutes faites. Et là, Goll pense à la France, le côté chic, la tour Eiffel. Bingo, ils gardent juste le F et le L qui se prononcent FL comme la tour et ils ajoutent le mot studio pour bien appuyer que cette fois-ci, on ne parle plus d'un jouet mais d'un studio entier qui tourne dans votre PC. Depuis qu'on a changé de nom, on a commencé à être pris au sérieux, nous dit l'équipe d'ImageLine. Le logiciel Outsider est prêt pour son entrée dans la lumière. FL Studio a fondamentalement changé qui peut faire de la musique. Il a remplacé le besoin matériel coûteux comme le sampler MPC qui était la référence dans le hip-hop par juste un curseur, un clavier et un écran. Au début des années 2000, Patrick Doot-Hit, alias Nins Wonder, est un producteur en herbe. Il n'a pas les moyens de s'offrir un MPC. La culture du hip-hop puriste de l'époque méprise les logiciels, les considérant comme des jouets. Par nécessité, il maîtrise Fruity Loops. Il produit l'intégralité du premier album classique de son groupe, Little Brother The Listening, avec ce logiciel. En 2003, il reçoit un appel pour se rendre au studio Baseline et faire écouter ses prods à Jay-Z. Entouré de légendes, Jay-Z lui donne un sample d'une chanson de R. Kelly et un délai de 25 minutes. Sur un simple ordinateur portable ThinkPad, Nins Wonder crée le beat de Thread, qui figurera sur The Black Album, ce qui embête pas mal de personnes dans le milieu, avouera-t-il. Une instru faite sur un jouet se retrouve sur l'album d'un des plus grands rappeurs au monde. Nins Wonder devient le défenseur ultime de FL et affirme qu'utiliser un logiciel, c'est de l'art tout aussi noble que de maîtriser des platines ou des tables de mixage. Au milieu des années 2000, D. Andre Way, alias Soulja Boy, est un adolescent sans connexion dans l'industrie, ni argent pour un studio. Il utilise la version démo de FL avec tous les samples de base du kit Legacy. Et en 2007, il crée le titre Crank That. Au lieu de l'envoyer à un label, il le publie sur MySpace et sur YouTube. Faute de pouvoir sauvegarder le projet, il exporte le morceau tel quel. Et ce bricolage va conquérir le Billboard Hot 100. Soulja Boy va susciter des réactions contrastées. D'un côté, la jeune génération qui s'identifie. S'il l'a fait, pourquoi pas nous? Les ventes de FL Studio explosent. Sur YouTube, des milliers de beatmakers cherchent « How to crank that in FL Studio ». De l'autre, les gardiens du temple hurlent au blasphème. Comment un track aussi simpliste a-t-il pu dominer les ondes? C'est là toute l'ironie. Fruity Loops a abaissé radicalement les barrières à l'entrée. Mais en démocratisant l'accès, il a aussi fait grincer des dents ceux qui s'étaient taillés un monopole dans le son. Au lieu d'être un handicap, l'aspect fast-food de FL est revendiqué comme une force, un moyen de se concentrer sur la vibe plutôt que sur la technique. Le rappeur anglais Skepta nous dit, en 2014, tant qu'il y aura des jeunes de 12 ans qui allument le PC de leur mère avec une version craquée de FL pour bricoler leur son, la grime existera. En une phrase, tout est dit. FL Studio est devenu l'arme underground par excellence, qui permet enfin aux autodidactes de s'exprimer et de bousculer l'ordre établi. Des producteurs comme Metro Boomin, Southside et Sony Digital adoptent FL comme leur arme principale. L'interface du logiciel, en particulier le piano roll, rend incroyablement facile la programmation de motifs de Charleston rapide, complexe et saccadé. Le hi-hat roll. Ce son est devenu la caractéristique déterminante du genre trap, qui a dominé les années 2010.
Les beats pour les artistes comme Future, Migos et Travis Scott ont été construits sur cette base rythmique native de FL. L'outil a directement influencé l'art. Interrogé sur le hi-hat roll que son logiciel a rendu possible, la réponse du créateur Didier Dambrine fut simple. J'en ai aucune idée. Un son valant $1 milliard était un sous-produit involontaire de son code. En 2008, le rappeur Ice-T va péter les plombs. Fuck Soulja, he single-handedly killed hip-hop. We came all the way from Rocktown, okay? We came all the way from Dodge, came all the way from motherfuckers flowing like Big Daddy Kane and Ice Cube. And you come with that Superman shit, that shit's garbage. But get your money, man, I ain't tripping. Fix bikes or something. Il critiquait la transition hardcore du rap de son époque à ce qu'il considérait comme une musique trop simple et trop festive qui n'était pas fidèle au code du rap. Il a plus tard avoué que c'était une réflexion de vieux con et qu'on l'avait un peu obligé. I kind of regret it. I said it because it turned me into a person that seemed like I wanted beef. What really happened, the back of that story was we were making a record. Somebody was really trying to get me to spit. And so they was like, oh, yo, you know, such and such says you a sucker. You can't get this kid. You know, they was just like verbally pushing me. You dig? And I just went off. Le sentiment était clair. La barre avait été abaissée. Des années plus tard, une interview de DJ Khaled refait surface et elle fait écho. They made Logic. They made Fruity Loops. It's called Too Easy. It's called you tell the computer what to program. That's why you see everybody as a producer and a DJ now. But it takes a great producer like me to tell them sounds is garbage. They're fake. Don't fall for the trap. Des mots durs, teintés de mépris, mais cette fois-ci la communauté répond. Tes plus gros hits ont été faits avec FL, mon vieux. L'arroseur arrosé, en pleine figure. Il doit ravaler son discours, et c'est un élément de plus qui fait de la pub à Imageline et à son outil de tricheur. Maintenant, la seule façon de sortir du lot, c'est d'avoir des nouvelles idées, nous dit Madeon. N'importe qui, aujourd'hui, ayant un PC, joue sur le même terrain de jeu que les plus grands. Et tout se joue sur la capacité à innover. Même un innovateur légendaire comme Timbaland a admis que lorsqu'il a découvert FL pour la première fois, il s'est senti comme un imbécile. Il a rien compris. L'argument du « c'est trop facile » a toujours été démantelé par la réalité. Le débat est finalement tranché par les classements. Le jouet a produit un nombre stupéfiant de chansons, des plus emblématiques et réussies des 2 dernières décennies. La critique n'était pas vraiment une question de qualité musicale, mais une réaction à la démocratisation du métier, une défense de l'ancienne garde. À ce jour, Didier Dambrine reste un fantôme, apparemment déconnecté et désintéressé du mouvement culturel massif que ces lignes de code ont déclenché. Le logo de sa création, qui voulait être une fraise, a échoué et a évolué en un hybride de mangue et de kaki. Et ça représente bien le logiciel lui-même, une création accidentelle qui a pris vie d'elle-même. Aujourd'hui, on est dans une industrie dominée par les abonnements. Imageline tient toujours sa promesse de mise à jour gratuite à vie. L'histoire de FL Studio est celle d'un producteur dans sa chambre. C'est l'histoire de comment la technologie numérique n'a pas seulement changé la musique, mais changé la structure même de l'industrie musicale. Elle a décentralisé le pouvoir des labels et des studios vers les individus, libérant une vague de créativité venue des 4 coins du monde. Cette histoire n'est pas seulement une leçon sur le passé, c'est une feuille de route pour l'avenir. La leçon Fruity Loops est profonde. La technologie cherchera toujours à rendre les choses trop faciles. Elle abaissera toujours la barrière à l'entrée, mais elle ne remplace jamais la seule chose qui compte vraiment. Un être humain avec un point de vue unique derrière la machine. FL Studio n'a pas créé l'âme de Nils Wonder ou l'oreille de Metro Boomin. C'était que l'outil qui leur a enfin permis de s'exprimer. Et dans un monde sur le point d'être inondé de contenu généré par IA, la capacité d'avoir quelque chose d'unique à dire sera plus précieuse que jamais.